À la une ce soir, l'établissement Guadeloupe Formation relancé par la région. Après avoir modifié son statut d'établissement public en un établissement à caractère industriel et commercial, la collectivité a signé aujourd'hui son contrat de service civique avec la principale structure chargée de mettre en œuvre la politique régionale de la formation. Et la communauté d'agglomération La Riviera du Levant refuse de signer l'appel des 4 autres communautés d'agglomération de l'archipel. Les maires de la CAL ont au contraire lancé un appel à la création d'une gouvernance unique de l'eau. Christian Baptiste sera notre invité. Et la ville de Bemao lance de nouveaux contrats d'intégration pour favoriser l'insertion. Des chantiers d'intégration professionnelle qui permettront à une vingtaine de personnes d'apprendre un métier et de participer à la rénovation de 2 édifices du patrimoine guadeloupéen. Et gros plan ce soir sur l'année 1996 à la ville du Moule. Une exposition organisée dans le cadre de la manifestation Moule en héritage. Elle retrace les faits d'actualité qui ont marqué cette ville cette année-là, découverte à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Avant de développer tous ces titres, direction le Kremlin-Bicêtre en région parisienne où une veillée funèbre a eu lieu hier soir pour Andy Brigitte, le jeune Martiniquais tué dans les couloirs du métro parisien la semaine dernière. Une centaine de personnes anonymes et amies du jeune homme étaient venues manifester leur soutien à la famille. Reportage Éric Dupuis. Toute une équipe fait face à la famille Brigitte. L'émotion est la même d'un côté comme de l'autre. Linda a perdu un fils, les joueurs, un copain irremplaçable. C'était la joie de vivre, hein. Toujours entendre rigoler, faire des blagues ou je sais pas, sympa quoi. Ça fait un vide, même si on est un remplaçant, ça fait un vide. C'est pas pareil. Même si le jeune Arlésien de 22 ans était souvent remplaçant, il comptait énormément. Lui, dans un vestiaire, il faisait rigoler ses amis au vestiaire. Donc, même s'il y avait des défaites, mais il était toujours là pour encourager, de dire que ça ira mieux après. Alors, pour ne pas l'oublier, le Tropical AC compte bien mettre en place de nombreux hommages durant toute la saison, voire au-delà. Tous les matchs qu'on jouera, nous, à domicile, il y a aussi 7 minutes de silence, brassard et le nom d'Andy sur son dos. Et j'ai demandé à Marie Archie, bien entendu, parce que je ne peux pas prendre les décisions tout seul, c'est de pouvoir organiser un tournoi ou un mini-championnat en fin de saison qui portera le nom d'Andy avec une coupe au bout, qui se rappellera la coupe du championnat ou coupe Andy. Pour la famille, ces marques d'attention venues de toute l'Île-de-France n'effacent pas le chagrin, évidemment, mais apportent une chaleur inestimable après le drame. Sur le coup, personne ne l'a aidé et c'est ce qui me peine le plus. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. Ils sont là, ils répondent présents, ils laissent des messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais je ne peux que leur dire merci. Et merci, je ne sais pas quoi dire, à part merci d'être là, de nous avoir aidés, de nous avoir soutenus. Merci. Demain, Linda sera encore très soutenue et elle en aura besoin. Elle se rendra pour la première fois auprès du corps de son fils. Et en Guadeloupe, ce matin, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Incertain, présentait ses vœux aux forces vives de la Guadeloupe à la résidence départementale à Gosier. Dans un long discours prononcé devant un auditoire composé essentiellement des représentants du monde économique, culturel et sportif, elle est revenue sur les événements qui ont marqué l'année 2017. Elle a aussi formulé le souhait et la volonté de faire de la question de l'eau sa priorité pour 2018. On écoute Josette Borel-Incertain, interrogée par Linda Kayarsi. 2018, ça doit être une année, j'ai appelé ça de graines d'espoir, en se disant que quoi qu'il arrive, il faut obligatoirement qu'on arrive à solutionner le problème de l'eau. C'est le problème qui nous empoisonne la vie, je dirais, mais c'est aussi un problème tellement grave et tellement, je dirais, prioritaire dans la vie de tout un chacun que nous devons obligatoirement trouver les voies et moyens d'apporter une solution. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire aux entreprises combien j'avais besoin d'eux, combien c'était important que l'économie rejoigne le social. Et d'ailleurs, j'avais à mes côtés Jean-Marc Mormer. C'était important de rappeler comment, lorsqu'on se prend en main, lorsqu'on se prend en charge, eh bien, on peut changer parfois le cours aussi de son destin. Et je suis persuadée que si la volonté
de tout un chacun accompagne, je dirais, les vœux que j'ai formulés aujourd'hui, nous pouvons faire en sorte que la vie en Guadeloupe soit un peu moins dure pour nos compatriotes, que nos jeunes puissent aussi croire que les choses peuvent aller mieux, que les choses peuvent changer. Et quelle issue justement pour le dossier de l'eau? La communauté d'agglomération La Riviera du Levant refuse de signer l'appel des 4 autres communautés d'agglomération de l'archipel. Les maires de la Carle ont au contraire lancé un appel à la création d'une gouvernance unique de l'eau. Christian Baptiste, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de la ville de Sainte-Anne, qui est aussi membre de la Carle. Alors les maires de la Carle que vous représentez ce soir refusent la proposition des présidents de communautés d'agglomération qui consiste à créer une gestion de l'eau dirigée par eux-mêmes, c'est-à-dire par les dirigeants. Pour quelles raisons y êtes-vous opposé? Alors d'abord, je voudrais préciser que le président de la Carle, Jean-Pierre Dupont, ne fait pas bande à part, a refusé de signer cette déclaration solennelle. Premièrement, parce qu'elle n'est pas assez ambitieuse, elle ne va pas assez loin. Et surtout, deuxièmement, il y a eu un certain nombre de manquements. Et je pense que la méthode était mauvaise d'adresser un document à signer au président de la Carle. C'est vrai que les autres présidents avaient déjà signé, en tout cas, on leur a proposé de signer, alors que ce même document est déjà adressé aux médias. Donc, quelque part, c'est de mettre un peu le couteau sur la gorge et imposer à signer. Donc, je crois que c'est surtout cela. Mais le vrai point de divergence, Christian Baptiste, il faut qu'on soit clair, c'est que les présidents de communautés d'agglomération proposent une gestion commune, cette structure serait gérée par eux, et que finalement les maires de la Carle disent non, il faut créer une structure à part qui serait liée toujours aux communautés d'agglomération, mais qui serait indépendante et qui travaillerait aussi avec les comités des usagers de l'eau. Faut-il écarter finalement cette mainmise des présidents des communautés d'agglomération sur cette gestion unique? Mais concrètement, comment les communautés d'agglomération pourront gérer effectivement la gestion, gérer la production de l'eau? Ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, c'est uniquement le conseiller départemental. Donc on veut leur retirer ce pouvoir. Non, attendez. Il n'y a aucun pouvoir qu'on veut retirer. Simplement, oui, nous disons très clairement que nous sommes pour une gestion unique de l'eau avec une entité unique. Pourquoi? Parce que tout simplement, évidemment avec le département, avec la région, pourquoi? Tout simplement, on a vu aujourd'hui les multiples structures qui ont géré l'eau, on a vu le résultat. Il y a aujourd'hui un résultat qui est catastrophique avec des usines. Pourquoi en créer alors une nouvelle s'il existe déjà au moins 7 groupements en Guadeloupe pour gérer l'eau? Pourquoi ne pas, par exemple, donner cette compétence sociale qui existe déjà? Alors, le SIAG, effectivement, représente une partie des communes. D'ailleurs, ce qui a été proposé, parce qu'il faut que je puisse vous expliquer quelle est notre position précisément. Le SIAG, concernant le SIAG, où il y a 6 communes, au départ, lorsqu'on a proposé un syndicat mixte, avec effectivement des communautés d'agglomération, le département, la région, et aussi intégrer le SIAG, parce que le SIAG aussi, il faut régler le problème du SIAG. Même si nous estimons, en tout cas, que le SIAG a 200 employés, il y a une dette aussi à gérer, donc c'est ce qu'on a proposé. Mais ce que je voulais dire surtout, il faut engager les générations futures dans cette démarche. Vous avez des organismes financiers tels que l'AFD, l'Agence française de développement, ou la Caisse des dépôts et consignations, qui font des prêts entre 20 et 40 ans. Lorsque ces institutions s'adressent à une institution, à une entité juridique unique qui porte, eh bien, ça permet de mieux garantir. L'AFD et la CDC ne vont pas s'adresser à plusieurs entités. Concrètement, comment il faut faire? Il faut faire des études, il faut approfondir. Qui fait des appels d'offres? Qui a la maîtrise d'ouvrage? Donc c'est cette structure unique que nous disons, d'autant plus que ce sont les générations futures qui vont effectivement continuer à payer ces dettes, mais au moins dans 20 ans, 40 ans, ces générations futures auront le sentiment qu'il y a eu un travail correct qui a été fait pour que l'eau puisse être distribuée correctement dans les robinets. C'est ce que nous disons. Et aujourd'hui, nous disons aussi qu'il faut arrêter avec des postures politiciennes et démagogiques. Je pense que c'est une honte pour la Guadeloupe qu'effectivement, que depuis trop longtemps, l'eau a été l'otage de cette posture démagogique et politicienne. Et nous disons qu'aujourd'hui, avec notamment les financements du département, de la région, de l'Europe, eh bien oui, il faut une entité
unique et surtout pour qu'il y ait une ingénierie financière, pour qu'il y ait une ingénierie technique, pour pouvoir S'agit-il, Christian Baptiste, uniquement d'une posture politicienne? Près de 60 millions d'euros de fonds seront probablement investis sur 10 ans pour régler le problème de l'eau. Ça fait 60 millions par an, un beau fromage qu'il est, j'imagine, difficile à départager. Est-ce que les personnes qui luttent aujourd'hui, notamment les présidents des communautés d'agglomération, ne se battent pas finalement pour garder une mainmise sur ces investissements à venir? Je crois qu'il n'y a pas de mémise à avoir. Il y aura de l'argent à investir. Et cet argent, qui va gérer cet argent? C'est la question qui se pose. Mais voilà, parce qu'on fait une déclaration solennelle, oui, mais concrètement, comment on fait pour que les Guadeloupéens aient de l'eau dans leur robinet? Comment on fait pour que justement le coût de la gestion de l'eau soit mutualisé et au moindre coût? C'est pourquoi nous disons qu'il y ait une structure unique, au moindre coût, pour que cette gestion soit efficace. Personne ne le dit ça, et notamment dans la déclaration solennelle. Donc ce qui a été dit, on l'a dit depuis tantôt, et même ce que nous disons aussi dans nos déclarations, ça fait des années. Est-ce que ce sont ces intérêts financiers que vous souhaitez écarter justement au niveau de la structure de la CAL? L'intérêt financier, c'est quoi? C'est d'avoir une entité unique juridique qui porte, parce qu'il faut faire des emprunts. On parle de 60, non, il faut encore faire des études plus approfondies, mais les 71 millions d'euros en urgence, les 600 millions d'euros concernant l'eau potable ou les 300 millions d'euros concernant l'assainissement, qui va percevoir ces 600 millions d'euros? Qui va faire les études? Quelle entité? Et donc, on a vu que lorsque vous avez des structures qui sont éparpillées, le résultat, il est là. Ce n'est pas la peine de faire l'ENA ou Polytechnique pour comprendre que lorsque vous éparpillez les forces, eh bien forcément, vous avez des coûts de production, ou en tout cas des coûts qui augmentent. Tandis que lorsque vous mutualisez avec une péréquation, c'est une logique. Donc tout simplement, au-delà du fait, effectivement, qu'on peut avoir cette position pour une gestion unique de l'eau, aujourd'hui, qui a déjà réalisé un certain nombre de réparations? C'est l'Office de l'eau avec le conseil départemental, l'usine de Des-Hauteurs. Justement, la présidente du conseil départemental, Josette Boral-Lincertin, a convié l'ensemble des présidents des EPCI à une grande réunion ce lundi avec la présence du président de la région Guadeloupe, les responsables de l'Office de l'eau et de la Guadeloupe. Est-ce que cette réunion a des chances décisives? Bien sûr. Je crois que rien n'est perdu. Et je précise que la CAL ne fait pas bande à part et que la CAL a refusé de signer une déclaration solennelle en l'état qui n'est pas assez ambitieuse. Maintenant, si nous allons un peu plus loin avec le département et la région et qu'eux aussi, ils proposent qu'il y ait une entité juridique unique pour gérer l'eau, et le département et la région, ce que l'État dit déjà, eh bien, on verra véritablement qui tranchera, qui ne veut pas. Je pense qu'il y va de notre responsabilité. Écoutez-moi, si on me dit, je ne suis pas d'accord pour une entité unique parce que justement, je dois faire face à mon concurrent politique. Je dois répondre à mon concurrent politique. Si on me dit, je ne veux pas une entité unique parce que justement, si demain, ceux qui sont à la gouvernance ne sont pas de mon bord politique, eh bien, je risque d'être brimé. Si ce sont ces arguments-là, purement politiciennes, je dis que c'est une honte pour la Guadeloupe. Et je crois, et je vous le dis, sans langue de bois, il y a un peu ce raisonnement-là derrière. Merci Christian Baptiste d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions ce soir. Vous le savez, c'est officiel. La région Guadeloupe a transformé le statut juridique de Guadeloupe Formation. L'établissement chargé de mettre en œuvre la politique régionale de la formation n'est plus un établissement public administratif, mais un EPIC, un établissement public industriel et commercial. Le contrat de service public a été signé justement cet après-midi à l'espace régional du Rézé. Reportage Yvan Lemar, on regarde ensemble. La première convention signée entre la région et Guadeloupe Formation aujourd'hui permettra aux Guadeloupéens d'avoir un organisme référent en matière de formation. Depuis quelques mois, nous sommes en train de repenser, de mutualiser la formation au niveau de la Guadeloupe. Nous avons donc créé un EPIC qui rassemble à la fois le R2C, la Cité des métiers et Guadeloupe Formation avec le cœur de métier qu'il avait. Mais nous avons surtout fait une chose qui était fondamentale, c'est que nous avons replacé la stratégie et la politique de la formation professionnelle au niveau de la région. La région devient donc une région stratège en matière de formation professionnelle et Guadeloupe Formation devient celui qui exécute la formation. Mais pour le faire,
l'EPIC doit avoir une délégation de services publics. Donc il fallait confier en tout cas à Guadeloupe Formation cette prérogative qui est celle de pouvoir passer les contrats et exécuter la formation professionnelle. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous avons donc concrétisé ce dont nous avions parlé lors de la dernière assemblée plénière au niveau de la région. Une autre convention a été signée pour lancer le SPRO, le service public régional de l'orientation. Nous avons réuni différents acteurs, l'État, le rectorat, les différents syndicats. Nous avons réuni aussi les OPCA, Uniformation, le FAFCA, et puis nous avons mis en place ce service public régional de l'orientation. Ça commence par une convention, mais ça doit surtout être démocratisé, territorialisé, pour aboutir au rééquilibrage du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons avoir le siège social du SPRO, si on peut dire ça, on peut parler de manière démocratique. Nous allons avoir le siège social du SPRO qui sera ici au Rézé, mais nous allons surtout avoir des mini-SPRO, c'est-à-dire que le Guadeloupéen qui sera par exemple à Petit Canal, qui ne pourra pas forcément, parce que nous connaissons les difficultés de transport qui existent en Guadeloupe, celui qui est à Petit Canal pourra aller au sein de sa communauté d'agglo, parce qu'il y aura un mini-SPRO. Celui qui est aussi à Cap-Esther ou à Vieux-Habitants pourra aussi se rendre au niveau de Basse-Terre, de Vieux-Habitants, de Bouillante, parce que là aussi il y aura un mini-SPRO. Ça permet quoi? De rééquilibrer le territoire, mais surtout d'apporter la formation et donc l'orientation au niveau de toutes les personnes. Un site Guadeloupe Orientation est désormais disponible. La mise en place des mini-SPRO devrait être effective d'ici mars prochain. Et insertion toujours, la ville de Bemaou vient de signer avec une vingtaine de personnes des contrats de chantier d'intégration professionnelle. À l'issue de ceux-ci, ils auront appris un métier et auront contribué à la rénovation du patrimoine. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Exter. 24 Bémaotiens deviendront des apprentis bâtisseurs durant environ 2 ans. C'est le contrat d'intégration professionnelle qu'ils viennent de signer ce matin en partenariat avec la région Guadeloupe et l'école de la deuxième chance. C'est un chantier d'insertion pour l'activité économique, donc effectivement, ça permet, et quel que soit le type de chantier, c'est ça l'objectif de tout chantier, de pouvoir réaliser des travaux d'aménagement, bien sûr, et ensuite, dans un deuxième temps, avec un volet double, celui de pouvoir permettre l'insertion professionnelle des jeunes, leur permettre de découvrir un métier, une formation, mais on travaille sur un second volet aussi également quand on fait ce genre de chantier-là, travailler sur le chantier de la prévention également avec les jeunes. Nous avons voulu, au travers de ce partenariat avec la ville de Bemao, amener ces 24 jeunes vers un emploi nouveau, c'est-à-dire celui d'éco-constructeur, afin que nous puissions porter une plus-value à leur formation. Et l'objectif pour nous, au travers de cette signature, est de démontrer que ces jeunes ont la capacité, ils ont en eux déjà cette fibre pour être des ouvriers de haute technicité, et ils ont aujourd'hui signé des contrats. Ils ne sont pas stagiaires de la formation, mais ils ont un contrat à durée déterminée pour l'insertion de 2 ans. Pour ces jeunes issus des quartiers de Bemao, ces contrats en chantier d'insertion sont un véritable tremplin pour leur avenir. Je pense que ça va rapporter déjà au niveau professionnel plus de bonnes choses, et au niveau de la ville, ça va être mieux pour nous. Déjà, comme le maire disait, que c'est des immeubles qui sont historiques, qui sont là bien avant que nous-mêmes qu'on soit là. Alors bon, ça va me faire que du plaisir que de travailler dessus, puisque moi je suis déjà habitué à travailler dans la branche du bâtiment, et la réhabilitation de notre quartier, c'est encore mieux. Me faire développer mes connaissances, ça veut dire j'ai pas mal de pratiques et je veux dire manuels sous les chantiers, comme je faisais le carrelage, la maçonnerie, un peu de peinture. Là, je suis en train d'apprendre la charpenterie, je fais la charpente métallique, un peu de tout, quoi. Et j'espère qu'un jour, je deviendrai mon propre patron pour avoir beaucoup de chantiers sur la Guadeloupe, quoi. Même international. Au lieu de rester à rien faire chez soi, on est là en train de faire gagner ses sous, dire que bon, demain matin, ouais, c'est ce que j'ai fait. Je peux présenter le projet à ma fille, quoi, pour dire que j'ai enfin quelque chose dans mes mains, quoi. La ville de Bemao assurera le salaire de ces 24 jeunes durant ces 2 ans, soit environ 11 000 € de budget pour ces contrats de chantier d'insertion. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous prendrons des nouvelles de l'avancée des travaux du groupe scolaire Calvaire à Bemao. Et puis nous nous intéresserons à l'exposition 1996, une année d'actualité sur le territoire de la ville du Moulin.
Les travaux du groupe scolaire de Calvaire à Bemaou vont bon train. Lancés depuis 2 mois, ceux-ci devraient être terminés à la rentrée scolaire prochaine d'un coût de plus de 7 millions d'euros. Cet établissement, dont la construction a été votée il y a près de 3 ans, devrait venir renforcer la capacité d'accueil de la ville de Bemaou. Le détail avec Anne-Elisabeth Arsen et Moïse Dexter. 6 classes de maternelle et 10 classes élémentaires, le groupe scolaire de Calvaire sort peu à peu de terre. Un groupe scolaire qui sera extrêmement compétitif, qui pourra accueillir à la fois une école maternelle et une école élémentaire, donc un socle primaire. Et les travaux avancent. Aujourd'hui, les grosses œuvres ont énormément avancé. On va passer à la phase où on va mettre le 3, bien sûr. Et puis après, on espère véritablement que d'ici la rentrée de 2019, les enfants qui sont de Calvaire et des environs, qui dépendent du bassin de cette école, pourront intégrer définitivement leur école. Ce chantier, qui a débuté il y a environ 4 ans, a subi quelques intempéries qui ont tout de même retardé l'avancée des travaux. Et il restera tout simplement, suivant le calendrier, s'il n'y a pas de problème. On ne s'attendait pas, on a eu le passage de deux cyclones, même si on n'a pas été pris de plein fouet par les cyclones, mais on a eu des conséquences, beaucoup de pluie, du vent, donc ça a retardé quelque part un peu les travaux, leur situation qui leur est propre et personnelle aussi également, donc, mais avec une certaine rapidité, puisque la semaine dernière j'ai fait une réunion de chantier avec les différentes équipes, de manière à pouvoir un petit peu booster sur les calendriers, de manière à respecter la parole qui avait été donnée, bien entendu, à la population, puisqu'il s'agit de faire en sorte que les enfants puissent pouvoir regagner leur école à la rentrée de 2019. Pour un coût d'environ 8 millions d'euros, le groupe scolaire de Calvaire devrait donc être opérationnel courant août 2019, permettant ainsi aux élèves délocalisés à convenance de regagner leur quartier, mais surtout de retrouver leur école. Des égouts qui débordent, des odeurs pestilentielles, des clients qui fuient. Une situation qui devient de plus en plus fréquente dans le centre-ville de Sainte-Luce en Martinique. Face à la colère des riverains, le maire de la commune a durci le ton pour trouver une solution. Les explications de Johan Boulard. C'est l'une des causes de ces odeurs nauséabondes. Un regard engorgé qui laisse entrevoir une eau stagnante et souillée. À quelques pas de là, elle se jette directement dans la mer. Pour Serge, marin-pêcheur, impossible de travailler dans de telles conditions. Jean-Luc peut aller chercher bateau là. Là, il finit par aller chercher bateau là, il a fait attention pour ne pas mouiller pied. Et pour cause, le système d'évacuation est vieux de 30 ans et connaît régulièrement des casses. Alain, lui, facteur, sillonne quotidiennement le bourg. Alors pendant ses tournées, il regarde où poser le pied. Au détour d'un trottoir, on peut carrément tomber sur des matières fécales qui débordent justement des égouts. Des nuisances répétitives qui impactent directement les riverains, notamment les commerces avoisinants. Depuis 2 ans, le chiffre d'affaires baisse par rapport aux égouts. De toutes les façons, la bouche d'égout qui est à côté de nous et aussi les trous là qui sont là et qui dégagent beaucoup d'odeur. Qui repousse cette clientèle qui malheureusement se trouve dans des conditions désagréables et qui a tout de suite envie de repartir et non pas entrer dans mon commerce. Face à la récurrence du phénomène, la municipalité a durci le ton envers l'autorité responsable de l'assainissement. L'Espace Sud. Nous leur avons demandé de prendre leurs responsabilités et de procéder aux réparations nécessaires pour que la situation sanitaire du bourg de Sainte-Luce soit réglée du point de vue des eaux usées. Après la première mise en demeure, ils nous ont adressé un courrier en nous disant on va pouvoir réparer le bourg de Sainte-Luce si vous favorisez le raccordement de Rivière-Plonne. Aucunement une forme de chantage selon l'Espace Sud qui soutient que ce raccordement favoriserait des rentrées financières. Le fait de ne pas pouvoir mettre en service ne permet pas d'avoir les recettes financières pour la gestion normale du service. L'Espace Sud fonctionnerait à perte avec des dépenses annuelles de 8 millions contre 3 millions encaissés. Cependant, des travaux avaient tout de même été engagés quant au réseau lycéen depuis peu stoppé net. L'entreprise qui était chargée de réhabiliter entièrement ce tronçon a mal estimé le volume et du coup s'est arrêtée en plein travaux. Nous l'avons mis en demeure et elle doit reprendre les travaux et les finaliser dans une dizaine de jours. Les lycéens peuvent espérer voir le bout du tunnel
Mais au regard des finances de l'espace sud et de la vétusté des réseaux des communes de l'agglomération, on peut imaginer que ce cas ne restera pas longtemps isolé. Et parlons culture maintenant. Le Memorial Act met en ce moment à l'honneur la Caraïbe à travers le regard de deux figures centrales de la littérature, celle de Gabriel Garcia Marquez et d'Édouard Glissant. La Caraïbe entre solitude et relation. Un reportage signé Yvan Lemar. Gabriel Garcia Marquez, Édouard Glissant, La Caraïbe, solitude et relations. Une exposition montée par le Memorial Act et le musée de la Caraïbe de Barranquilla de Colombie dans le cadre de l'année France-Colombie 2017. La région Guadeloupe a acquis la collection personnelle depuis quelques années d'Édouard Glissant, dont nous voyons une partie au sein de l'exposition. Et puis Gabriel Garcia Marquez, parce que c'était une opportunité de collaboration entre la Guadeloupe et la Colombie à travers cette année France-Colombie. Cette exposition permet de découvrir une vision continentale et une vision insulaire de la Caraïbe qui se complète avec ces deux auteurs. La Caraïbe, d'abord, à travers les œuvres de deux de ses plus grands auteurs, le Colombien Gabriel Garcia Marquez et le Martiniquais Édouard Glissant, qui disent la Caraïbe à travers leur roman. S'agissant de beaucoup Gabriel Garcia Marquez, mais également de Glissant, mais également à travers leur théorie, surtout s'agissant de Glissant. Caraïbe à partir de laquelle il pense l'avenir, il pense le monde moderne, en disant au monde que là, il y a des recettes pour le monde et pour l'avenir. Véritable hommage à ces auteurs caribéens, on peut y voir leur vie, leurs œuvres, mises en valeur par un mélange de supports, de sculptures et la mise en scène de certains romans. Alors, il y a des œuvres, une quinzaine d'œuvres de la collection, mais également beaucoup d'écrans, parce que c'est des gens qui ont, pour Garcia Marquez, produit des scénarios de films qui ont eu une vie très intéressante à travers laquelle on voit toute l'époque. L'époque des années 50, des années 60, celle de la décolonisation, en parlant de Glissant, celle des dictatures sud-américaines, de l'impérialisme américain, s'agissant de Gabriel Garcia Marquez. Bref, il témoigne d'une Caraïbe historique, mais un petit peu contemporaine, qui bien sûr se transforme. Et il témoigne d'un vouloir dire, d'une présence au monde. Il témoigne d'une force et d'une richesse qui est la nôtre. Inaugurée en Colombie, cette exposition partira à Saint-Domingue en mai 2018. Gabriel Garcia Marquez, Édouard Glissant, La Caraïbe, solitude et relations est disponible jusqu'au 29 avril au Memorial Act. Et puis à Moule, c'est sur les faits d'actualité qui ont marqué l'année 1996 que les organisateurs de la manifestation Moule en héritage ont décidé de porter leur regard. Une exposition visible à la médiathèque de la ville. Reportage Linda Kayarsi. « 1996, une année d'actualité sur le territoire du Moule. Donc on a décidé de mettre en valeur ce qui s'est passé. C'est juste un travail de mémoire pour réactualiser ce qui s'est passé en 1996. On va trouver la chose importante, c'est l'inauguration d'ici même de la bibliothèque multimédia. Ensuite, on verra donc ça, l'aspect culturel, on verra aussi les thèmes politiques, la vie économique. Donc en politique, on a une grande figure, notamment M. Rosin Girard, qui a marqué quand même l'histoire de la ville du Moule, mais aussi l'histoire de la Guadeloupe. Et en économie, donc l'usine Gardel. Cette exposition, effectivement, elle fait partie d'un grand événement culturel, notamment qui s'appelle le Moule en héritage. C'est la 8e édition. Donc on a l'expo, on a d'autres manifestations. L'ouverture a eu lieu vendredi au musée de Gardel. C'est vraiment un travail de mémoire. Souvent je dis, c'est une mise en valeur de ce qui reste pour ne pas tout oublier. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques.
Les tours d'eau continuent en Guadeloupe. Les communes de Capesterre et des Saintes seront touchées demain avec des coupures prévues dès 18 h avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6 h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking Jean Casino de Bas-du-Fort à Gosier de 8h30 à 13h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et puis nos confrères de Nouvelles Semaines font leur une justement sur l'intérêt de l'intercommunalité. La question, est-ce qu'elle représente un poison? Et puis, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 18 janvier. Nous l'avons vu, l'établissement Guadeloupe à venir, relancé par la région Guadeloupe. La collectivité a signé aujourd'hui son contrat de service civique avec la principale structure chargée de mettre en œuvre la politique régionale de la formation. Et la communauté d'agglomération La Riviera du Levant refuse de signer l'appel des 4 autres communes d'agglomération de l'archipel. Les maires de la Carle ont au contraire lancé un appel à la création d'une gouvernance unique de l'eau. Christian Baptiste était avec nous pour en parler. Et la ville de Bemao lance de nouveaux contrats d'intégration pour favoriser l'insertion des jeunes, des chantiers d'intégration professionnelle qui permettront à une vingtaine de personnes d'apprendre un métier et de participer à la rénovation de 2 édifices du patrimoine guadeloupéen. Et puis une exposition à découvrir à la bibliothèque multimédia du Moule. 96 faits d'actualité à la ville du Moule. Une exposition organisée dans le cadre de la manifestation Moule en héritage. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.